Donc, ici, on ouvre la section 4 qui se veut finalement la suite ou le détail par rapport à la section 3. Dans la section 3, on a proposé de mettre en place une assemblée constitutionnelle au Québec, une assemblée à laquelle on donne le pouvoir d'initiative référendaire en matière constitutionnelle, et donc une assemblée qui étudie un ensemble de propositions, qui en arrive à faire une proposition maîtresse, qui suggère cette proposition-là ou cette idée-là au peuple via le référendum, et qui, à ce moment-là, si le peuple décide d'adopter la proposition, cet amendement-là ou cette révision-là s'intègre à la Constitution du Québec. Et donc, c'est la grande fonction de cette assemblée-là, mais il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à son organisation. Et surtout, comme on l'a mentionné précédemment, le mécanisme que l'on suggère d'utiliser pour cette assemblée-là, en fait, c'est même pas qu'on suggère, qui va de soi pour cette assemblée-là, c'est-à-dire que dans mon cas, je ne considère pas d'autre chose, c'est un mécanisme qui est le tirage au sort, et donc il y a un ensemble de questions qui se posent par rapport à la sélection des membres de cette assemblée-là, comment est-ce qu'on procède au tirage au sort, par rapport à la capacité des citoyennes et des citoyens tirés au sort d'exercer leur mandat, et aussi par rapport à l'indépendance de cette belle assemblée-là. Et donc, les trois grandes subdivisions de cette section-ci sont la sélection, la capacité, la question de la capacité, puis ensuite l'indépendance. Et donc, dans la première partie, qui est celle-ci, on va traiter de la question de la sélection des membres. Avant d'y arriver, en revanche, j'aimerais ça faire quelques commentaires plus d'ordre général. Le premier commentaire est que, bien sûr, je l'ai mentionné, il s'agit de questions d'organisation, donc un peu plus de questions de détail. Le principe, c'est qu'on tire des gens au sort. C'est plutôt simple, c'est plutôt sèchement dit. Dans la pratique, il y a quand même d'autres questions qui se posent en dessous de celle-là. Et ces questions-là, oui, sont du détail, mais sont quand même importantes, en ce sens qu'ils vont nous donner une assemblée avec une personnalité différente si on ferait différents choix. Et non seulement ça, mais elles nous permettent un peu, d'une certaine manière, de rentrer dans la vie de l'Assemblée, d'avoir un portrait beaucoup plus clair de ce dont il s'agit. Puis, notamment dans la partie 2, on va parler de la question de la capacité. On va voir qu'on peut mettre en place des innovations ou des mécanismes qui font en sorte qu'il y a du tirage au sort, oui, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute à ça, qui fait qu'on a des citoyens mieux préparés à faire partie d'une assemblée importante comme celle-là. Et ce n'est pas des mécanismes qui auraient leur place dans un régime électoral. C'est pour ça qu'il s'agit d'innover puis de penser à quelque chose d'autre. Peut-être mentionner aussi au préalable qu'il y a, là c'est un peu plus anecdotique, mais dans mes discussions sur le sujet avec des gens que je croise, et j'ai tendance, du moins jusqu'à récemment, j'avais tendance à voyager considérablement et à rencontrer donc des gens d'un peu partout. Puis quand on me demandait ce que je faisais, je leur parlais occasionnellement de cette idée-là. Je fais aussi autre chose, mais quand cette proposition-là leur était faite ou cette idée-là leur était lancée, il y a des réactions un peu spontanées qui viennent. Il y a certains des éléments ici qui vont être abordés qui répondent à ces réactions-là. Mais ce qui est important de dire, c'est que justement, c'est important d'un point de vue pédagogique aussi, quand on va expliquer cette idée-là devant les citoyens, devant le peuple, devant les médias, devant les intellectuels, d'avoir bien leur faire comprendre qu'on a quand même un plan de match. C'est pas juste on tire des gens au sort puis ça finit là, c'est qu'on organise ça d'une manière rationnelle pour que ça donne un résultat très satisfaisant. Puis que ça réponde à certaines préoccupations d'une certaine manière qui sont aussi fort légitimes. Il y a deux grandes réactions comme ça qui
qu'on peut soustraire de la masse. Là. Il y a un ensemble de réactions, mais il y a deux types de réactions qui sont souvent celles des gens, quand on leur mentionne cette idée-là, de tirer des gens au sort pour faire partie d'une assemblée citoyenne. Hein? La première, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui ne veulent pas participer? Une question du désistement, question parfaitement légitime. Et puis, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on ferait pour des gens qui ne seraient pas capables de participer, ou selon la perspective de ces personnes-là qui n'auraient peut-être pas les compétences pour participer. Et encore une fois, c'est une question qui est fort légitime et qui est un peu au cœur de la limite, d'une certaine manière, du tirage au sort. Hein. Et on va voir dans la section 2 qu'il y a un ensemble de réponses à cette question-là qui fera en sorte qu'on aurait, au niveau de la capacité, une assemblée plutôt béton, hein, par rapport à une assemblée simplement tirée au sort, puis qu'on pitch en bon québécois les citoyens et les citoyennes dans l'assemblée, puis qu'on leur dise faites de quoi. Tu sais. Il ne s'agit pas de procéder comme ça, il s'agit d'avoir un processus de préparation assez long, hein, qui leur permettrait d'être finement préparés pour l'exercice de leurs fonctions. Hein. Et donc, dans cette première partie, hein, on va parler un peu de la première question évoquée, celle des désistements volontaires ou non, mais plus généralement, on va discuter de la sélection des membres. Hein. La première chose à dire, hein, c'est que il y a lieu tout d'abord, d'une certaine manière, c'est préliminaire à tout ça, hein, de créer une administration spéciale qui va procéder au tirage au sort à l'intérieur de la population. Hein, et cette administration-là, je ne la nomme pas dans l'article constitutionnel que je propose. Hein, je parle juste d'une administration qui procède au tirage au sort. Et je mets cette assemblée-là, ou cette administration-là, pardon, sous la supervision directe de l'Assemblée citoyenne, en l'occurrence. Hein. Si on avait plusieurs assemblées citoyennes au Québec, si on en avait une au niveau législatif, on pourrait transférer ce pouvoir-là, mais étant donné qu'on parle primo d'une assemblée constitutionnelle, puis que c'est elle qu'on veut avoir en place en premier, hein, qui est préalable aux autres d'une certaine manière, pour l'instant, hein, je situe le pouvoir de nommer une administration comme celle-là sous la supervision d'une assemblée constitutionnelle. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas de grande objection à ce que ça reste là, même si on change. Là, ça ne change pas grand-chose d'une certaine manière, tant que c'est sous une des assemblées citoyennes qui est là. Ceci pour dire que hein, cette administration-là procéderait un peu comme le directeur général des élections, hein, c'est-à-dire que c'est elle qui organiserait un tirage au sort, en guillemets, ou une sélection aléatoire parmi les citoyens et qui donc dévoilerait hein, quels citoyens ont été tirés au sort et qui, à ce moment-là, sera aussi impliqué dans l'information de ces gens-là. C'est des choses comme ça. Et dans l'article constitutionnel, encore une fois, que j'ai proposé, hein, je parle d'un registre citoyen. Ce terme-là, je l'utilise simplement pour distinguer ce registre-là de la liste électorale. Il devrait y avoir une certaine communication entre les deux camps, là, entre le directeur général des élections et puis l'administration en question, et entre la liste électorale et ce registre-là. Mais peut-être que le registre, idéalement, devrait être un peu plus large. Hein, et il y a peut-être des gens qui veulent faire partie du registre, mais qui ne veulent pas faire partie de la liste électorale. Et à ce moment-là, on aura une liste propre, hein, à cette institution-là qui est un peu supplante en termes d'importance, en toute franchise, là, à ce moment-là, la liste électorale elle-même. Et si je mentionne le terme, c'est parce que c'est important que je pense d'avoir un registre qui est différent, qui ne dépend pas du DGEQ et qui n'est pas limité seulement aux personnes qui veulent... on ne peut pas le limiter juste aux personnes qui veulent être ou ne pas être sur le registre, sur la liste électorale. Ça, c'est un peu du détail, on s'entend, mais c'est la superstructure qui est autour de tout ça. Les questions plus importantes qui se posent, hein, c'est essentiellement la première grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait au cas où il y a des gens qui ne veulent pas participer à cette assemblée-là. Hein? Je permettrai de consulter un peu mes notes.
c'était très, très élémentaire. Mais donc, la question du désistement, hein, c'est une des premières questions à se poser. Et si des personnes sentent ou pensent qu'ils ne... Enfin, décident de ne pas participer à l'Assemblée, il y a deux grands camps à l'intérieur de la littérature sur la question. Hein. Le premier camp qui se rabat sur essentiellement l'idée du jury dans le système judiciaire où c'est une obligation citoyenne de participer, répète un peu ce raisonnement-là sur la même base et nous dit une personne devrait obligatoirement devoir exercer son devoir citoyen et participer à une assemblée comme celle-là. Hein. L'autre camp, hein, lui, fait peut-être figure plus de pragmatique, hein, et nous dit que, et c'est le camp dans lequel je m'inscris, le second camp, hein, il nous dit que, étant donné que le mandat risque d'être un peu plus long que quelques semaines ou quelques mois comme un jury, hein, étant donné que c'est un engagement donc à moyen terme et peut-être à long terme, on ne peut pas vraiment demander à des citoyens obligatoirement d'y participer s'ils ne veulent pas. C'est pas dans l'intérêt en fait de la société de faire ça parce que si quelqu'un ne veut pas vraiment être là, on ne peut pas le forcer à être là pendant si longtemps que ça, puis ça ne va pas ajouter à la qualité de la production législative d'une assemblée citoyenne ou d'une assemblée à la production normative, disons, hein, dans les propositions qui vont sortir d'une assemblée comme celle-là. Hein. Et donc, dans mon cas, hein, je pense que c'est plutôt évident que l'on permet à ces personnes-là, si elles le désirent, de se désister. Hein. Là, à partir de là, il y a deux sous-questions qui se posent. Hein. Le premier est à l'effet essentiellement que oui, on leur permet de se désister, mais il est absolument important que ces personnes-là soient très, très bien informées sur qu'est-ce que l'Assemblée d'une certaine manière, mais aussi sur leur droit absolu d'y participer. Hein. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui sentent que ce n'est pas leur place. Hein. Et que je peux comprendre hein, que dans une société, et je comprends et j'admire en fait beaucoup les gens qui s'intéressent pas à la politique. C'est drôle à dire, tu sais, mais moi-même, je suis un peu trop féru de ça pour ne pas reconnaître qu'une certaine sanité d'esprit dans les personnes qui ne sont pas si obsédées par la chose politique ou tout simplement, c'est pas leur truc. Hein. Et il y a des gens comme ça, et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça dans une société. Hein. Mais là où j'aurais quand même, ou du moins j'aimerais ça dire, ce que je vais dire à ces personnes-là, hein, c'est que pensez-y quand même deux fois. Parce que il y a peut-être place à avoir des gens comme vous dans l'Assemblée pour cette raison-là elle-même, qui est essentiellement que ces gens-là, c'est pas le genre de personne qui va prendre parti pour un camp ou l'autre. Ça va être des gens un peu plus conciliateurs. Ça va être des gens qui vont être capables de rassembler les gens d'une certaine manière, puis d'être là quand on va avoir besoin d'un esprit un peu plus sobre comme celui-là, ou d'un peu plus joyeux, ou un peu plus, tu sais, regardez-vous, puis c'est pas la fin du monde si on s'entend pas sur une question, tu sais. Puis c'est peut-être justement des personnes qui seraient très utiles à une assemblée comme celle-là. Hein? Parce que, à primo, tu sais, une personne entend parler de ça, l'Assemblée constitutionnelle du Québec, c'est une assemblée citoyenne, blablabla, elle se dit, c'est de la politique, puis on est en train, tu sais, moi, ça m'intéresse pas, ce domaine-là. D'accord, mais j'aimerais quand même leur dire, c'est pas juste la capacité de prendre des décisions sur différentes questions, hein, c'est aussi de les prendre ensemble. Puis s'il y a des personnes qui ont des habiletés particulières à rassembler les gens comme ça, puis peut-être être détachées, puis regarder ça, puis être plus passive d'une certaine manière, plus observatrice, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Hein? Au contraire, je pense que ça peut ajouter quelque chose d'extrêmement important à une assemblée comme celle-là, à n'importe quelle assemblée par ailleurs, hein? N'importe quel groupe d'humains si on peut aller plus largement. Mais tout ça pour dire que hein, ce type de personne-là doit être très bien informé hein, de ce dont il s'agit. Hein. Puis là, ce sera aux citoyens de l'Assemblée constitutionnelle, après qu'elle soit mise en place, de s'assurer que le programme d'information à ces gens-là soit très satisfaisant.
T'sais. On pourrait, par exemple, une fois qu'on a une assemblée qui a été mise en place, avoir parmi les personnes qui sont pigées au sort, comme une séance de présentation où on explique qu'est-ce qui est fait. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui n'y réfléchissaient, qui auraient tendance instinctivement un peu à se désister ou qui n'y réfléchiraient pas, mais qui, à ce moment-là, vont peut-être se dire, ah, peut-être que dans le fond, j'ai ma place là aussi. Hein? Et l'idée fondamentale, et on doit insister là-dessus, c'est qu'il n'y a personne qui n'a pas sa place à l'Assemblée constitutionnelle. Hein? Il n'y a personne qui... il n'y a pas de précondition à part être citoyen ou citoyenne du Québec pour faire partie de cette Assemblée-là. Hein? Et donc, il n'y a personne qui... d'une certaine manière, qui devrait être exclue. S'ils décident elle-même de se désister, là, après tout ça, hein? Puis on peut leur... Il ne faut quand même pas non plus les pousser, il ne faut pas non plus trop leur vendre la chose dans le sens de... Il faut que ça soit une décision consciente et puis assumée pour la personne. Mais voilà, une fois que tout ça a été fait, puis que c'est quand même indépendant d'une certaine manière, neutre dans la manière de présenter, hein, la personne peut toujours, si elle a le désir, décider de se désister. Si elle décide de se désister, hein, là, on a le deuxième sujet qu'on aborde, hein, c'est celui de comment est-ce qu'on remplace cette personne-là. Ce sujet-là est d'une grande importance, mais heureusement, hein, on a toutes les sciences sociales qui utilisent déjà, qui ont déjà créé un mécanisme, en fait, pour répondre à ce type de questions-là. Et toute l'industrie du sondage utilise déjà ces techniques-là. On appelle ça la stratification. Et la stratification, c'est qu'on met en place des critères démographiques. Donc, par exemple, l'âge, le territoire, la circonscription, la région, hein, le groupe d'âge essentiellement, le territoire, et puis ensuite le sexe, c'est souvent un de ces critères-là aussi. On peut en ajouter, on peut ajouter le niveau de revenu, peut-être le niveau d'éducation, on peut ajouter essentiellement plusieurs choses. On pourrait ajouter minorité ethnique ou non, hein, on pourrait ajouter une catégorie autochtone ou non, etc. Et donc, sur cette base-là, hein, si une personne sélectionnée se désiste, hein, essentiellement, on resélectionne une personne qui a les mêmes caractéristiques socio-démographiques. Donc, on s'éloigne pas trop d'une sélection aléatoire pure où tout le monde participerait. Hein. Comme je l'ai dit, ce mécanisme-là est déjà en place, enfin existe déjà. La question qu'on a à se poser en termes politiques, hein, c'est que, et cette question-là, je la renvoie à l'Assemblée constitutionnelle, puis j'en fais un de ses pouvoirs, entre guillemets, c'est de déterminer quels critères de stratification on veut mettre en place. Hein. Et là, à l'administration qui va devoir les mettre en place, vont incomber de justement organiser tout ça. Cette administration-là pourrait faire des recommandations à l'Assemblée constitutionnelle. Il y a des questions pratiques qui peuvent se poser. Mais essentiellement, hein, je remets aux citoyens la fonction de déterminer quels critères de stratification devraient être mis en place. Il peut y avoir un débat sur cette question-là. Ça reste une question importante, mais un peu technique. Hein. C'est pas nécessairement le sujet de l'heure absolument, mais c'est quand même important d'avoir une réponse qui est la meilleure possible à cette question-là. Et sur cette base-là, hein, on s'avance en terrain solide pour que, quand il y a des désistements, qu'on puisse combler ces manques-là, hein, ces personnes qui se sont désistées-là, par d'autres personnes qui leur sont un peu apparentées, hein, par les critères socio-démographiques dans la société. Donc, essentiellement, hein, si une personne d'un sexe X, d'un groupe d'âge Y et puis d'un endroit Z se désiste, hein, on resélectionne une personne avec X, Y, Z et on s'assure que cette personne-là est un peu, disons, comment dire, pas le clone, mais qui n'est pas loin trop de la personne qui s'est désistée. Hein. C'est un processus, comme je l'ai dit, qui est déjà utilisé, puis donc, on a moins à se préoccuper, là, on n'a pas à créer une innovation particulière pour mettre ça en place. Là où
un peu étrangement, hein, au niveau instinctif, quand je parlais de personnes qui réagissent puis qui disent un peu qu'est-ce qu'on fait pour telle affaire, tu sais, là où il y a peu de personnes qui identifient une autre question relative à la sélection qui est un peu plus compliquée, en fait, hein, c'est que il y a d'autres types de personnes aussi qui vont être dans des situations où ils ne pourront pas participer. Hein. Et là, il y a deux grandes catégories dans cette sous-catégorie-là. On va commencer par la première. Puis la deuxième, la raison, c'est que la deuxième, enfin, c'est pour organiser ma pensée, bien sûr, mais dans la deuxième, il y a une certaine parenthèse qui va devoir être faite. La première est par ailleurs probablement, pour l'instant, du moins, la plus importante de ces deux catégories-là. Les deux catégories, c'est essentiellement que dans la première catégorie, tu as des gens qui sont, par exemple, très âgés, hein, donc pas physiquement capables d'exercer un mandat comme celui-là de manière assidue, hein, ou peut-être même pas capables, très occasionnellement. Et puis ensuite, on a peut-être des personnes aussi qui sont malades, hein, âgées ou non, mais qui sont malades et qui donc, de toute évidence, ne peuvent pas physiquement être là. La deuxième catégorie, ça va être les personnes qui sont considérées incapables mentalement, puis on va voir qu'il y a une autre catégorie qui se greffe à celle-là, là, dont on discutera plus tard, et qui va poser un autre type de question. Mais tenons-nous-en pour l'instant, hein, à ces deux grandes idées-là, là, ces deux personnes types, les deux personnes type-là, donc la personne très âgée, hein, qui ne sent pas qu'elle peut être là de manière assidue ou même occasionnelle pour au moins être là, hein, et aux personnes aussi qui sont malades et donc qui peuvent pas se rendre à l'Assemblée. Dans ce cas-ci, hein, il y a ce qu'on peut appeler une solution plancher, hein, c'est-à-dire que la solution la plus simple, pas nécessairement la plus juste, mais la plus simple, sur la question de la justice, on va devoir se poser cette question-là. Le plus simple, c'est de dire que si une personne est physiquement incapable d'être là, hein, on repige par le mécanisme de la stratification une personne qui est dans le même groupe d'âge, hein, du même sexe et qui vient du même endroit essentiellement, hein, soit circonscription ou territoire ou région, là, peu importe comment on définit ça. Et donc, on a quelqu'un qui est un peu dans la même bande, là, dans la même génération, puis qui a le même profil similaire. Bon, ça, comme je l'ai dit, c'est une solution plancher. Hein. D'une certaine manière, c'est juste aussi, en ce sens que c'est un peu du hasard si une personne ne peut pas être là ou peut être là. Il y aurait... Là, j'ai un commentaire que je ne sais pas si c'est très à propos de faire, mais en revanche, la personne qui est dans une situation d'être très âgée, hein, puis incapable de se déplacer, et une personne qui est malade, sont quand même dans des situations dans la société, hein, où, en tant que personne dans cette situation-là, ont à cœur certaines choses particulières. C'est-à-dire qu'on a des intérêts particuliers, si on peut dire. Là, ce n'est pas une question de représentation des intérêts personnels dans ce cas-ci, bien sûr, mais néanmoins, il y a un peu de ça. Hein, en ce sens que les citoyens qui sont là représentent l'ensemble de la société, mais on veut avoir la plus grande diversité possible pour avoir la plus grande représentation possible. Puis donc, une des questions qui peuvent se poser un peu préalable à la deuxième possibilité qu'on va aborder après, là, la deuxième possibilité pour sélectionner, pour faire face à ce défi-là, c'est que on doit premièrement se poser la question, est-ce qu'il est préférable d'avoir justement une représentation indirecte, dans ce cas-ci, on verra comment, des intérêts de ces personnes-là. Et donc de la situation, si on peut dire plus largement, de ces personnes-là. Et si on en vient à la conclusion que oui, dans la société, hein, ce que ça veut dire, c'est que là, il y aurait peut-être lieu d'étudier la seconde possibilité. Il est sûr que hein, si on ne ferait que procéder à la stratification, puis qu'on a quelqu'un du même groupe d'âge, bon, on va être franc, là, je veux dire, si
il y a quelqu'un de 80 ans qui se désiste ou 85 qui se désiste, puis on repige une personne du même groupe d'âge, c'est certain que cette personne-là, bien qu'elle n'est pas dans une situation d'incapacité physique ou qu'elle n'est pas malade, qu'elle a quand même à cœur d'une certaine manière un système de santé pour les personnes aînées qui est fonctionnel, entre autres. Parce que c'est quand même, d'un point de vue public, une question de majeure importance pour une personne à cet âge-là. Et donc, on peut penser, du moins généralement, qu'il y aurait quand même un lien plus fort avec le système de santé pour les personnes âgées, en étant dans le même groupe d'âge essentiellement. Cependant, est-ce que la perspective de ces deux personnes-là serait tellement différente qu'il faut faire une exception très particulière pour la personne malade ou la personne très âgée? Je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que on peut imaginer une autre solution que la stratification, et donc on pourrait imaginer donner comme pouvoir à ces personnes-là le pouvoir d'envoyer quelqu'un d'autre par procuration pour représenter ses points de vue essentiellement. Et là, ce que ça veut dire, c'est que, supposons qu'une personne d'un âge très avancé se juge elle-même incapable d'être là, elle pourrait essentiellement sélectionner quelqu'un d'autre et lui dire « c'est vous qui allez représenter mes points de vue auprès de l'Assemblée ». Le problème, en guillemets, ou la représentation par procuration comme ça peut aller un peu dans deux sens. Il pourrait y avoir une personne qui, puis là, l'État ne peut pas intervenir là-dedans, on ne peut pas faire de règles pour dire que les personnes doivent se comporter d'une manière ou d'une autre, mais la personne pourrait faire un aller-retour entre la personne représentée puis l'Assemblée, et donc être là, représenter ses intérêts et s'assurer qu'il y a une connexion forte avec la personne et que ça soit effectivement comme un peu lui expliquer les sujets, et puis lui dire qu'est-ce qu'elle pense, et lui demander si elle est effectivement d'accord avec cette position-là. Mais là, c'est une relation de confiance avec cette personne-là, tout simplement. À l'autre bout du spectre, dans la représentation par procuration, on aurait une relation de confiance encore plus grande où cette personne-là lui dit « Écoute, je ne peux pas être là, je ne suis pas capable de me représenter, puis je n'ai pas l'énergie pour suivre les débats dans les discussions que vous avez avec vous, puis que c'est peut-être pas son plus grand intérêt au monde dans la situation où cette personne-là se trouve. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Puis donc, essentiellement, elle dit « Fais du mieux possible pour représenter mes intérêts là-bas. » Ou suis ta bonne conscience même. Et donc, on aurait un peu là ces deux types de représentation-là, puis tout ce qui peut être entre les deux. Puis donc, ici, c'est un peu rare dans les présentations que je vais faire, j'ai l'impression, en fait, que c'est pas que j'ai pas de préférence entre ces deux solutions-là, mais c'est que j'ai de la misère à choisir. Puis je ne sais pas si on devrait permettre une représentation par procuration comme celle-là, ou si on devrait faire en sorte qu'il y ait juste la stratification. Évidemment, la représentation par procuration, le risque, entre guillemets, c'est que... je ne sais même pas si on peut qualifier ça d'un risque, mais c'est que la personne qui représente l'autre, finalement, représente ses idées à elle. Ce qui va un peu de soi dans une certaine mesure. En ce sens que, oui, il y a des enjeux qui concernent l'autre en question, là, mais c'est pas tout sur un élément dans la société. Et il est possible aussi que une personne à cet âge-là n'ait pas l'énergie pour suivre un certain niveau de débat aussi. Même si la personne veut expliquer les points un peu plus techniques, entre guillemets, qui sont discutés devant l'Assemblée, c'est possible qu'il y ait comme une déconnexion. Puis donc là, on est finalement en train de remettre un choix entre les mains d'une personne qui joue un peu sur la constitution de l'Assemblée. Il y a ça, mais essentiellement, c'est drôle à dire, là, mais j'ai pas de solution finale dans ce cas-ci.
Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une solution plancher qui est la stratification, puis qu'on peut explorer l'idée de procuration. Et donc, je pense qu'on peut peut-être s'en tenir à ça, se dire qu'on va stratifier, hein, puis qu'on va se poser à un moment donné dans l'Assemblée constitutionnelle la question de si on devrait permettre la stratification comme ça pour ces personnes qui sont dans cette situation-là. Il faudrait aussi, hein, on peut le faire un peu, on peut pas le faire exactement, là, puis ça reste un problème, mais dans la situation où je suis, du moins, hein, il est difficile de vous donner une idée exacte de combien de personnes dans une assemblée comme celle-là serait dans une situation du genre. J'ai l'impression que peut-être 5%, à peu près, un peu moins, un peu plus, peut-être 10 au gros top, là, dans une société qui serait dans une courbe de vieillesse élevée. Mais je pense que 10, c'est beaucoup. Mais on est quand même dans un nombre pas trop gros, là. D'une certaine manière, on n'est pas en train de... oui, chaque cas particulier comme ça est important, mais ça n'aura pas nécessairement c'est pas comme s'il y avait 50% des membres de l'Assemblée qui étaient dans une situation comme celle-là. Hein. Il y a incidemment d'autres petites questions que je mentionne au passage, mais qui ne sont pas d'une super grande importance, qui se posent par rapport à ça, et qui sont que si on permet la procuration, hein, est-ce qu'on permet, par exemple, à une personne qui tombe malade en cours de mandat d'utiliser la procuration pour envoyer quelqu'un d'autre? Hein? Si la procuration existe, pourquoi pas? Et est-ce qu'on permet à une personne qui serait malade mais qui pense s'en tirer plus tard d'utiliser la procuration, puis quand elle se sent apte à participer, de le faire elle-même? Je pense que ça va de soi que si la personne veut assumer son mandat, elle peut le faire. Hein? Et est-ce qu'on permet une genre de procuration partielle en ce sens que une personne peut-être n'aurait pas l'énergie pour être là tout le temps? Dans ce cas-là, je ne sais pas. Je pense que ça serait peut-être préférable de non. Si une personne, là on parle d'un autre cas de figure un peu, hein, une personne qui serait peut-être âgée, puis ça serait beaucoup de travail être là tout le temps, hein, mais qu'elle aimerait ça quand même y aller. Hein, puis y aller de temps en temps, d'une certaine manière. Donc, peu importe comment on le définit, peut-être, une fois sur 5, une fois sur 2. Hein, et puis, dans un cas comme celui-là, je pense que ce serait un petit peu compliqué là, de permettre une procuration. Si une personne peut y aller occasionnellement, c'est bien, puis c'est correct qu'elle y aille comme ça, mais de se faire remplacer par quelqu'un d'autre pour les moments où on ne peut pas y aller, ce serait peut-être, je ne sais pas, mais disons que là, j'hésiterais sincèrement, puis je dirais que c'est peut-être mieux de ne pas avoir de procuration. Mais autrement dit, hein, tu as quelques autres sous-questions qui se posent, là, qui ne sont pas, encore une fois, là, qui sont des cas un peu particuliers, mais qui risquent disons, se poser à chaque fois qu'on sélectionne des membres d'une assemblée comme celle-là. Donc, je pense que ça couvre essentiellement le sujet. Hein. L'idée étant, comme je l'ai dit fréquemment, là, je sais que je me répète autrement dit, l'idée étant, c'est qu'on a une solution plancher, on stratifie, on resélectionne quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques sociodémographiques, mais on a une possibilité nouvelle qui s'ouvre, qui n'existe pas dans le monde électoral parce qu'elle n'aurait pas sa place, hein, qui consisterait à utiliser un mécanisme par procuration, puis à voir si on constate que ce mécanisme-là a plus d'avantages, disons, que de désavantages. Soit dit en passant, hein, si jamais on met en place un mécanisme de procuration, il pourrait y avoir l'option aussi, ça ne change pas grand-chose ce que je vais dire, mais je vais quand même le mentionner, si supposons qu'on a face à nous une personne qui dit, bon, je ne peux pas y aller. Avant d'offrir la procuration, on peut lui dire, hein, pas avant d'offrir, mais essentiellement, on peut lui dire, vous avez, à partir du moment où vous considérez que vous n'êtes pas capable d'y aller, hein, on vous donne deux choix, soit que nous, on procède à la sélection aléatoire d'une personne qui a des caractéristiques similaires aux vôtres, hein, et qui, elle, peut y aller, hein, donc de la même région, même sexe, même groupe d'âge, ou qu'on vous donne l'option de la procuration. Hein. Et puis donc, on pourrait offrir, autrement dit, aux personnes qui se sentent incapables, le choix entre ces deux options-là. Hein.
pour faire en sorte que si on peut la remplacer par une personne qui, là, serait capable, ce serait un cas réglé de manière peut-être plus simple, entre guillemets. Voilà, c'est un peu un détail, là, mais essentiellement, hein, on a la solution plancher, puis on a une autre solution qu'on peut explorer. Encore une fois, hein, je me débarrasse du problème simplement, je le refile entre les mains de l'Assemblée constitutionnelle, ce sera à elle à déterminer, après consultation, hein, si elle veut explorer ce mécanisme de la procuration essentiellement. Bon, ensuite, on a une autre catégorie de personnes. Je pense que je vais traiter cette autre catégorie de personnes-là dans une seconde présentation parce que je vais devoir faire une parenthèse assez importante pour m'expliquer en long et en large. Là, donc, on pourra traiter de cette personne, de cette autre catégorie-là dans une présentation qui va suivre immédiatement